Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence, c'est le titre de cet ouvrage écrit par la journaliste Rachel Binas, publié aux éditions de l'Observatoire. Les portraits de ceux dont on a trop peu parlé, ceux qui ont été assassinés par le Hamas le 7 octobre, ceux qui sont malheureusement toujours otages dans la bande de Gaza, ceux qui ont été grièvement blessés. 2 Français sont toujours captifs aux mains du groupe terroriste Ohad Yahalomi et Ofer Calderon, les 2 derniers otages franco-israéliens dont il faut sans cesse rappeler les noms. Rachel Binas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J, d'avoir accepté notre invitation. Alors une question d'actualité d'abord liée à votre livre. On l'a appris cette semaine, la mort d'une survivante du festival Nova, Shirel Golan, 22 ans, qui a mis fin à ses jours. C'est quelque chose qui est extrêmement tabou en Israël. Depuis le 7 octobre, depuis 1 an, on sait qu'il y en a eu des survivants qui malheureusement ont mis fin à leur jour. Quand vous apprenez ça, qu'est-ce que vous ressentez, vous qui avez justement pu parler avec tant de victimes du 7 octobre? C'est en effet une question taboue en Israël. Le suicide plus largement l'est, et c'est une question extrêmement délicate parce que les médecins vous disent, les spécialistes, c'est toujours multifactoriel. Mais en effet, là, il est difficile de ne pas faire un lien direct avec les événements. C'est un drame parce que c'est l'échec, quelque part. Un suicide, c'est une espèce d'échec du projet collectif. C'est-à-dire que l'individu n'arrive pas à se remettre d'une situation aussi lourde. Il faut dire que alors les familles que j'ai rencontrées, heureusement, sont solides, hein, bien sûr, même si elles traversent une période très, très délicate. Mais en effet, c'est très complexe à aborder et ça interroge aussi sur l'état de santé de cette société. On le sait, la consommation de drogue, d'antidépresseurs, oui, de consultation des thérapeutes a grimpé en flèche. Et la question de l'après, c'est aussi celle-ci. C'est aussi l'état d'esprit, l'état de santé d'une société qui vit encore, qui ne peut conjuguer le temps qu'au présent. Aujourd'hui, la famille de Shirel Golan accuse l'État de ne pas avoir aidé leur fille. L'État d'Israël, malheureusement, qui n'accorde, c'est vrai, aucun soutien psychologique, en tout cas pas suffisant. Tout ça doit passer par des associations qui sont débordées. D'ailleurs, vous citez dans votre livre l'excellente association d'Oriel Ablia, One Family. Vous avez travaillé avec elle. Ils font un travail absolument nécessaire. En fait, ce que bien des Français ont du mal à comprendre, c'est que nous, en France, on a de la chance dans un État particulièrement social et particulièrement providence. Or, en Israël, si longtemps Israël a été une terre plutôt socialiste, oui, aujourd'hui, le système est plutôt anglo-saxon. Alors, il y a un système d'aide, mais il est insuffisant. Les soins sont extrêmement chers, 200, 300, 400, l'équivalent de 400 euros pour consulter certains spécialistes. Et en effet, il y a ces initiatives privées, comme dans un système anglo-saxon, qui tentent d'apporter un soutien, notamment psychologique. Et puis, il y a, mais alors, encore faut-il avoir la chance d'avoir le double passeport. Je l'explique dans le livre. Les victimes françaises, franco-israéliennes par exemple, peuvent avoir accès, être bénéficiaires du fonds de garantie d'aide aux victimes du terrorisme, qui peut leur permettre aussi d'avoir des soins. Alors pourquoi c'était important aussi pour vous, Rachel, de vous focaliser sur les victimes françaises en particulier ? Parce que j'ai eu cette impression qui, je pense, et là c'est exact, qu'elles ont été assez oubliées, en tout cas gommées du paysage social français. Je me souviens, et vous vous souvenez certainement, même si vous êtes très jeune, de Ingrid Betancourt, tout à fait, franco-colombienne, qui a été otage aux mains des FARC. Son portrait était partout, le journal télévisé ouvrait avec un spot, avec un compteur, nom, oui, et le compteur du nombre de jours. Et je me suis rendu compte aussi bien autour de moi dans le milieu journalistique que plus largement que bien des personnes ne connaissaient pas le nom, voire même simplement le nombre, par exemple, d'otages français retenus. Alors aujourd'hui, triste anniversaire oblige, on en parle, mais il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, si vous demandiez à quelqu'un combien il y a même de Français victimes ou de Français otages, et à partir de là, je me suis demandé, voilà, de quoi cela est le nom ? Pourquoi cet oubli ? Est-ce que cet oubli peut s'expliquer et comment l'expliquer en France ? Et pourtant, le gouvernement français ne les a pas oubliées, ces victimes françaises, puisque, on le rappelle, le 7 février dernier, Emmanuel Macron organisait cette cérémonie à la mémoire des 42 victimes françaises du 7 octobre. Vous avez pu parler justement avec beaucoup de familles de victimes. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette cérémonie ? Est-ce qu'ils ont été émus, rassurés de voir qu'on pensait à eux ?
42, vous l'avez dit à l'époque, 48. Aujourd'hui, on est à 48 victimes françaises, ce qui en fait l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire de France, parce qu'ils appartiennent aussi à la France. Il ne faut pas l'oublier. Elles ont été, pour revenir à votre question, particulièrement touchées et émues par cet hommage. La France était et toujours le seul pays à avoir fait un hommage national de ce type. Et elles ont eu, en effet, si vous voulez, elles ont été assez déçues, je ne trahis aucun secret, de l'absence de soutien du gouvernement israélien. Et par contre, elles ont eu des appels téléphoniques, parfois quasiment chaque jour, de l'État français. Et donc cet hommage était extrêmement... Ça contraste finalement aujourd'hui avec les polémiques suscitées par Emmanuel Macron sur les petites phrases qui peuvent être dites dans les... Alors en même temps, ensuite on pourra le questionner, mais oui, c'est quelqu'un qui aime se voir en sauveur. Sauveur à ce moment-là de ces Français juifs. Aujourd'hui, il se voit sauveur avec d'autres victimes qu'il soutient. Bon, c'est en même temps politique dont il nous habitue, mais qui est difficile à tenir à l'échelle internationale. Et là, il faut dire que voilà, toutes les familles, franchement, que j'ai rencontrées, toutes étaient même surprises de cet élan-là et de ce soutien-là, qui est passé aussi par, même si ça a été tu, par la nationalité qu'on a octroyé à des victimes a posteriori du 7, notamment les 2 qui sont otages, pour tenter de les sortir. C'est-à-dire des gens mariés à des Françaises, avec parfois des enfants avec elles, qui n'avaient pas fait la demande de passeport français. Eh bien, la France les a reconnus à ce moment-là comme ses enfants pour tenter de les sortir de cet enfer. La double nationalité peut être un atout pour les otages, une véritable chance pour être libérés. C'est ce que confiait notamment le frère d'Elia, Elia Toledano, Daniel Toledano, qui n'a d'ailleurs même pas pu aller à l'enterrement de son frère, je crois, parce qu'il a eu du mal à trouver un billet d'avion. Ça, Et c'était Shabbat, oui, c'était très compliqué. La famille a tenu, bien que la dépouille a été retrouvée après... on pense, ça faisait plusieurs semaines certainement que Elia était mort, mais la famille très religieuse a tenu à l'enterrer avant le Shabbat. C'est ça. Faut enterrer très vite les corps. Oui, dans le culte. Oui. Alors, des exceptions ont été données pour certaines familles, mais là, la famille a tenu à l'enterrer extrêmement vite. Et en effet, Daniel n'a pas pu se rendre à temps à l'enterrement. Ça a été une course contre la montre qu'il n'a pas pu mener. Il était notamment en Europe pour tenter d'avoir du soutien lorsqu'il a appris la mort de son frère et surtout la dépouille qui revenait. Et voilà, il est arrivé le vendredi, il a demandé à ce qu'on réouvre le cimetière en menaçant sinon d'avoir recours à la force. Il était désespéré et c'était un moment extrêmement difficile pour lui qui l'a longtemps hanté. Des témoignages essentiels, Rachel, sur ce qu'ont vécu les victimes de ce massacre antisémite. Ce sont des proches qui ont accepté de se confier, de raconter leur histoire et celle de ceux qui ont connu directement les atrocités de la journée noire. C'est ce que vous écrivez. Donc Elia Toledano, ce jeune juif de 28 ans, ancien étudiant de Yeshiva, qui a été kidnappé au Festival Nova avec sa meilleure amie Mia Shem, qui a pu en réchapper. Et on ressent vraiment aussi dans votre livre ce sentiment d'attente, une attente terrible qui est vécue par les familles qui ne savent pas si un tel ou un tel a été tué, kidnappé, s'il est grièvement blessé. Cette attente-là, en fait, c'est peut-être même pire. Alors, c'est particulier l'attente. Et il y a une forme d'ambiguïté. Parce que c'est à la fois, en effet, une souffrance, une torture morale, mais c'est aussi l'espérance. Ouais. Parce que quand on ne sait pas, on peut encore espérer. Quand on ne sait pas, on peut encore penser que, et je le dis, c'est pas le seul, c'est aussi la famille de Johan Lévy, ça a été la même chose, de Karine Journeau. C'est l'idée de se dire, bon, comme nous ne sommes pas sûrs de l'information, eh bien peut-être que mon enfant, ma sœur, etc. est pris en otage. Et s'il est pris en otage, eh bien il peut être vivant. Il y a peut-être une négociation possible aussi parce que la double nationalité pourrait jouer. Donc l'attente, elle est à la fois une torture, mais elle est aussi peut-être la dernière lueur d'espoir. Vous l'avez dit, ça a pris beaucoup de temps parce que l'État a été confronté à des scènes d'une ampleur jamais connue. Et des difficultés d'identification. Et donc ces difficultés d'identification à tel point que des archéologues ont dû être dépêchés pour trier et pour fouiller, là c'est identifier les restes humains. Et ça c'est intéressant puisque vous parlez aussi de la profanation des corps. Vous écrivez « La profanation de la femme, de son ennemi par le viol est une arme de guerre qui vise la société tout entière. Violer des Israéliennes, des Juives comme vengeance absolue et le faire savoir, c'est le terrorisme par le viol. »
Je vous remercie de le souligner parce que c'est un passage qui est pour moi très important, que ce chapitre-là, et vous êtes la première journaliste à m'en parler, donc je suis assez émue et je vous remercie de le faire. C'est le crime de guerre du viol, parce que ce n'est pas un rapport sexuel, c'est un viol, c'est l'idée de traumatiser le corps et de remonter à l'origine même d'un peuple, puisque c'est la femme qui accouche, c'est la femme qui permet justement la survie, la vie d'une civilisation, et c'est là atteindre même l'origine même de la civilisation. La profanation des corps, c'est à l'encontre même de la mythologie grecque qui veut que l'on respecte la dépouille. La profanation des corps, c'est une manière de nier toute forme d'humanité à l'autre, mais aussi quelque part à soi-même. Et vous l'avez dit, des femmes ont été victimes, hein, je révèle certaines choses, toutes celles qui d'ailleurs reviennent... Témoignage horrible d'ailleurs. Oui, Ouais. mais toutes celles qui reviennent de Gaza et qui sont en âge de procréer, on leur propose un test de grossesse et on les met sous traitement post-exposition au VIH. Et puis il y a aussi, il faut le dire, pour le moment ça se cantonne à Israël, mais il faut le dire en dehors des frontières, c'est que des hommes aussi ont pu être victimes. Il y en a une qui a témoigné il y a cet été, hein, un homme, donc une victime, sous couvert d'anonymat, et qui a raconté ce qu'il avait vécu. Et il faut le dire, même si des féministes parfois ont du mal à le penser et à l'accepter, alors non seulement le « on vous croit » doit être vrai pour les femmes israéliennes, le « on vous croit », et puis le « on vous croit » doit l'être aussi pour des hommes. Les hommes ne sont pas seulement des bourreaux, ils peuvent être également victimes. Il ne faut pas les enfermer dans cette case-là comme certaines veulent le faire. Et les terroristes le savent, puisque vous racontez notamment ce témoignage d'une Israélienne qui se fait malheureusement agresser sexuellement, et le violeur lui dit ne le dis pas à Israël. C'est ça, ne le dis pas à Israël, avec aussi cette volonté de vérifier qu'elle n'avait pas son cycle à ce moment-là, qu'elle n'était pas impure. Donc c'est violé, mais respecter quand même certaines règles, très c'est quand même très paradoxal. Quoi. Très paradoxal. Là, on sort complètement de l'humanité. Et puis l'une raconte qu'elle était violée dans la chambre de l'enfant. Certains ont été violés par le fils et le père. Donc on touche là à ce qu'il peut être commis de pire pendant la guerre, et par des terroristes qui sortent encore une fois du registre de l'humanité. Alors très rapidement, puisqu'il nous reste malheureusement qu'une minute, Rachel, votre dernier chapitre s'intitule « Demain, une France sans juifs ». La communauté juive de France, plus importante de l'Union européenne, c'est la plus importante, effectivement. C'est quelque chose qui vous inquiète, une France sans juifs? Une France sans juifs sous deux angles. On parle souvent des départs, des alias, où l'alia, elle doit être choisie, elle doit être le résultat d'un choix et pas d'une contrainte, ou des départs dans des pays d'ailleurs dont il est difficile de comptabiliser, mais ça pourrait être le Portugal, le Québec, etc. Ouais. Et puis, ce qui me fait peur, c'est surtout l'invisibilisation. L'invisibilisation, parce qu'à la fin, c'est une forme de maranisme. On décide de taire tous les signes, et en fait, quand on disparaît comme ça du paysage social, du paysage culturel, et ben ça a forcément des répercussions sur la transmission. Il ne faudrait pas que les Français juifs deviennent à terme les nouveaux Maranes. Merci beaucoup, Rachel Binas. Le titre de votre livre, Victimes françaises du Hamas, leur histoire, notre silence, publié aux éditions de l'Observatoire, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt.